Dans cette vidéo, je vous présente Tim, 28 ans, et son Aventador SV Roadster. Il va nous parler de son parcours, de son mindset et de son mode de vie. À 19 ans, je sors de Facebook, je sors d'Instagram, je sais plus aucun réseau. Pour atteindre ses objectifs qu'il a pu se fixer grâce à l'automobile. Bonne vidéo l'équipe. De retour après quelques années. On avait fait la vidéo avec Tim de la 488 Pista contre la Turbo S. Tu me ramènes 488 Pista, on passe à Aventador SV. Tim, c'est le mec, il paye pas de mine. Et comme d'hab, il nous ramène des trucs de fou. En plus, entre temps, t'as eu pas mal de voitures. Après la Pista, j'ai eu une Huracan Evo Spider. J'ai eu une 992 Targa 4S, RS6 C7, ouais. On l'a eu quasiment en même temps. T'as eu la GT3? J'ai eu la GT3, 992 GT3. Voilà. Et l'Aventador. Et l'Aventador SV Roadster ici. On va commencer par faire un petit tour de la voiture parce qu'elle est juste dans une configuration, celle-là, c'est une pépite. Elle est dans une configuration incroyable de chez incroyable. Moi, je la trouve exceptionnelle. Donc Aventador SV Roadster, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui est très spéciale parce que cette couleur-là, c'est une couleur ad personam. C'est rouge-orange Miura. On a deux en Europe. Comme ça, tout de suite, moi, je la vois rouge. Voilà, je sais, exactement. mais si tu te décales et tu peux la voir, par exemple, tout à l'heure, tu roulais devant moi. Voilà. Elle était orange, mais elle a une couleur de fou. Mais la gueule qu'elle a, mais regardez-moi ça, les amis, c'est un truc de malade. Juste, tu l'as acheté il y a combien de temps cette voiture? Août 2020, 31 août, je m'en rappelle très bien. Là, il y a quelque chose qui est marrant, donc peut-être vous allez vous en souvenir avec la vidéo de la Pista au niveau des bandes. Donc je vous avais dit à l'époque, l'option sur les bandes de la Pista, c'était quasiment 14 000 francs. Ouais, exactement. C'est possible, t'achètes une SV, il n'y a pas de logo. Exactement. D'origine, il n'y a pas de logo sur une SV, Okay. C'est une option. Il y a trois possibilités. C'est soit vous l'avez en grand en sticker, ça coûte 2500, 3000 euros. Soit vous l'avez en petit en sticker, il coûte un peu plus cher. Soit en lapin. Et là, on est sur 10 000 francs. On va faire simple. Tu prends pas cette option sur ta Aventador SV, c'est comme si tu prends pas les bandes sur la 488 Pista. C'est d'accord ça, ouais. T'as du mal à la revendre, donc c'est une option qui est quasiment indispensable. Vous vouliez voir la voiture? Bah oui, quand même. Elle est J'en belle. vois pas tous les jours. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur? Le rouge manque un peu de, Ah ouais, C'est ironique. de luminosité. Ah, vraiment? Ouais. Ah, vous trouvez? Ah, je pensais que vous rigoliez. Non, je rigole pas. Madame est critique. Elle est jolie, elle est magnifique. C'est bien pour ça que je viens la voir. Ses courbes sont superbes. Mais le rouge pourrait être juste un petit peu plus... moins orangé. Ouais, c'est ça. Cette pièce-là en carbone, qui remonte là, Ouais, elle est sur le même axe que l'aileron. exactement, ouais. Et quand on te voit de derrière, c'est incroyable. Le cul qu'elle a, cette voiture, elle est folle. Vous savez très bien, Lamborghini, c'est pas ma tasse de thé de base. Il y a une seule Lamborghini que je peux blairer. C'est ce modèle-là. Aventador SV, Roadster ou SV normal. Elle met une présence sur la route, c'est incroyable. Ça, c'est l'échappement d'origine Lambo, donc il n'y a eu aucun changement. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Avant de commencer la vidéo, les amis, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça permet d'aider la chaîne à se développer. Donc le V12 dégage une présence avec les barres de renfort en carbone. Exactement. Et là, les suspensions, frère, c'est dingue. Voilà. La mécanique de cette voiture, elle est incroyable. Ça, pour ça, Lambo, ils savent mettre en valeur les moteurs, les pièces mécaniques. Ils sont vraiment très très bons pour ça, je trouve. Avec un V12 central arrière, il n'y a que Lamborghini qui fait ça. Quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a Ferrari qui te sort un V12 Atmo à l'avant, mais pas à l'arrière. Voilà. Ouais, ou alors il faut aller dans un budget beaucoup plus haut. Genre une LAF, Par exemple. ok. Ou une Enzo. Félicitations mon frérot, Merci. je suis très fier de toi, Merci, franchement, David, honnêtement. ça fait plaisir. Elle est magnifique pour rentrer dans ce genre de voiture quand tu fais 1m95, le petit truc marrant. T'as pas la bonne technique, David. Frère, moi j'ai pas la technique, j'ai pas la... Aïe, ah Frère, je crois que je suis trop grand pour ce genre de voiture. ouais, Non, clair, avec le toit, moi c'est comme... Oh putain la vache. C'est un truc de malade. Cette sensation quand tu rentres dans une voiture, oh là là. Rien que d'être dedans, je suis heureux genre. Ah bah oui. À l'ancienne. Ah oui. Ouais. Bon, ce petit côté-là, ça c'est une folie, c'est la petite vitre qui se lève et qui se descend, mais quand t'entends le bruit du V12, c'est indispensable de l'avoir ouverte. Un puriste roule même en hiver avec cette petite fenêtre ouverte. Exactement, ouais. Faut être vraiment habitué à un intérieur Lamborghini parce que c'est très spécial, surtout l'Aventador. Ouais, c'est super profond. On a la console centrale qui est énorme. Ouais, c'est clair. Le pare-brise, il est quasiment à l'horizontale. Ce qu'il faut savoir sur l'Aventador SV, c'est que là, ils ont introduit les sièges baquets, full baquet carbone. Ils sont quand même assez sympas. Ils sont magnifiques, Voilà. ils sont magnifiques. Il n'y a rien à dire, ils sont magnifiques. Moi, je sais que si tu fais plus de 100 ou 150 km dans la voiture, tu commences à avoir mal de dos de chien. Pour parler du confort des sièges, quand tu l'as version, on était parti faire un tour ensemble. Exactement, ouais. Et j'avais pu la tester, j'avais roulé quoi 15 minutes avec. Ouais, c'est ça à peu près. Je fais 1m95. Le siège n'est pas réglable en termes d'inclinaison. C'est comme dans les GT3, c'est comme les sièges des 918. Ce siège-là te tue le dos. Ah, honnêtement, il te tue le dos. Il te massacre. Parce que si t'es grand, t'es pas confort. Genre, il y a un truc qui va pas. Le marketing de Lamborghini dit qu'il y a 600 SV et 500 SV Roadster. C'est mon sentiment perso, j'ai pas de preuves, quoique.
Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a bien plus que 500 SV Roadster. C'est pas on parle pas d'une Chiron où tu les vois. Exactement. Et avant que le marché se retourne dernièrement, où les voitures montent, la SV Roadster ne s'est jamais vendue plus cher que le prix neuf. Là, t'es échappement ouvert ou fermé? Là, je suis échappement ouvert. C'est incroyable, les amis. Cette sensation que tu as dans ce genre de voiture, c'est indescriptible. Tu le vois au visage, tu le vois au sourire. Oh là 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 là. Il n'y a que cette voiture qui te permet vraiment d'avoir ce genre de sensation à 50 km/h. Ah non, c'est un truc de fou. Voilà. Tu sens que tu n'as vraiment pas besoin de conduire vite pour avoir juste des sensations, le bruit du moteur, de sentir la route dans cette voiture, c'est déjà un truc de malade. Voilà, c'est vache. Ouais, je suis oiseau. Là, voilà, je suis à 60, 70. Là, on a une présence moteur. Oh là 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 là. Tu sens que le moteur, il brille. Oh la vache. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de malade. T'as l'impression que t'es dans le moteur. Voilà. Là, on doit crier pour qu'on s'entende. Franchement, cette voiture, elle procure un truc qui fait que tu as vraiment l'impression d'être dans un autre univers dans cette voiture. Ça, normalement, ils sont hyper forts pour ça. Exactement. Avec cette voiture, ils ont réussi à le transmettre. Tu montes dans une Aventador SV, mon pote, tu es sûr de passer un moment inoubliable. Sûr. Et ça n'a pas de prix. C'est incroyable. Enfin, si ça a un prix, ça coûte 500 000 euros. 3, 2, 1. C'est un truc. Wesh. Ah ouais, l'eau, elle rentre. C'est un truc de fou. Quelle folie. C'est une expérience de vie, les amis. Tout le monde doit le vivre. Tout le monde doit le vivre. Passionné ou pas passionné d'automobile, c'est le passage obligatoire, c'est l'Aventador SV. Bon, là, on a parlé de l'Aventador SV, des trucs de fou. Il faut savoir que derrière cette Aventador SV, il y a un gars qui s'appelle Tim, qui a 27 ans, 28 ans. Je viens d'avoir 28 ans. Tu viens d'avoir 28 ans. De laisser s'exprimer, qu'il puisse raconter un peu son histoire pour que peut-être derrière votre écran, vous vous dites, bah là, ça peut m'inspirer, ça peut me parler, ce qu'il me dit, et peut-être qu'un jour, j'aurai moi aussi l'Aventador SV parce qu'il l'a fait, tout le monde peut le faire. Donc voilà. Tim, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes rapidement, savoir d'où tu viens. Ouais. Niveau familial, genre tu viens de quel genre de famille? Ok, donc bah voilà, je m'appelle Tim, je viens d'avoir 28 ans comme je viens de le dire avec David. Moi, je suis français à la base. Je suis né dans un tout petit village dans le Jura. Il n'y a même pas 10 000 habitants. Donc vraiment dans la campagne profonde. Je viens d'une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis l'aîné d'une famille où on est 5. Mes parents ont toujours été là pour nous et ça je dirais que c'est quand même un avantage. Mais disons que j'ai jamais vécu dans le luxe ni les voitures incroyables, voitures de sport. Que ça soit même dans ma famille proche ou mes cousins ou mes oncles, etc. J'ai jamais pu monter dans une supercar ni en voir une avant mes 18 ans où je suis venu une fois par an. Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Enfin, alors, tu peux en parler en fait, ouais, bien sûr. Donc ma mère, en fait, elle a arrêté de travailler quand je suis né. Donc elle s'est occupée de ses 3 enfants jusqu'à 13-14 ans. Et ensuite, elle est devenue secrétaire. Et mon père, en gros, lui, il est indépendant. Et il travaille en tant que chiropraticien. D'accord, c'est quoi il soigne des gens, c'est un petit peu comme ostéopathe. Mais néanmoins, moi, quand j'ai commencé à voir ces voitures, je me suis dit... Donc tu les voyais quoi sur internet? Je les voyais sur internet, je suivais des pages Instagram, je suivais à l'époque Akram, des mecs comme ça, et je me dis putain mais ça doit être incroyable d'avoir ce genre de voiture, les sensations que tu as dans ce genre de voiture, c'est juste incroyable. Et en fait, j'avais pas le permis évidemment, et du coup, je me suis dit dans ma vie j'aurai ce genre de voiture, vraiment c'était mon objectif. Et entre guillemets, il y a quelque chose qui va vous paraître très bizarre et que j'ai compris plus tard, c'est que j'avais peur de l'entrepreneuriat. Très peur jusqu'à mes 19 ans de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Est-ce que juste tu savais ce que tu voulais faire jusqu'à tes 18 ans? Tu avais une idée de ton job plus tard que tu voulais faire ou pas du tout? Alors, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, faut que tu travailles bien à l'école parce que ça va t'ouvrir des portes. Donc j'ai quand même un parcours scolaire assez bon. Okay. Mais j'ai rapidement compris que c'était pas un diplôme qui allait m'apporter la réussite financière. D'accord. Parce que... Pour acheter ce genre de voiture. Exactement. Un diplôme, ça va te permettre d'avoir un travail, ça c'est clair. Et un travail, c'est bien pour commencer ta vie. Et ça, je conseille à beaucoup de gens d'ailleurs, parce que c'est moi, et j'en suis la preuve vivante, c'est que j'ai monté mes premières entreprises en tant qu'employé. Et j'ai pu investir dans l'immobilier en étant employé. Si j'avais
si j'avais voulu me dire, allez, j'ai pas envie de me prendre un job, j'ai pas envie d'avoir de patron, directement. Je démarre directement, et ben je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'aurais pas eu la stabilité financière de pouvoir réfléchir, on va dire, de manière sereine, faire des choix posés pour pouvoir ensuite me dire, ok, je monte mon entreprise en parallèle et je le fais de manière sereine et je fais les bons choix et je suis pas pris par le fait de, faut absolument que je gagne l'argent pour payer mon loyer à la fin. Explique aux gens ce que tu as fait à partir de tes 18 ans. Tu as peut-être fait des petits business avant, tu sais que tu vas. Alors voilà, c'est ça en fait. Donc moi en fait j'ai toujours, mon déclic c'est très simple. C'est qu'en fait j'avais toujours peur de l'entrepreneuriat, je voulais faire employé, je voulais faire trader parce que j'étais bon en maths. Et je me suis dit, entrepreneur c'est trop risqué, tu peux tout perdre du jour au lendemain, j'avais trop peur. Sauf que ce que je me suis pas rendu compte, c'est que de moi-même, pour gagner un peu d'argent, j'avais déjà commencé à faire des business à l'époque. Je mettais à 12-13 ans, au début du collège, je mettais des musiques sur les clés USB de mes collègues, je vendais des films. Alors évidemment c'est illégal, mais c'est des petites manières de se dire, ok, je fais quelque chose que les gens ne font pas. C'est une manière de commencer à goûter au business et de savoir ce que c'est la vente, l'achat, enfin, tu vois, la relation commerciale avec un client qui achète un produit que tu lui vends, une prestation, comment tu fais une plus-value sur un produit. C'est tout con, hein, mais moi, par exemple, dans mon cas, c'était j'achetais et je revendais des jeux vidéo. Sinon, après, j'ai commencé à faire ça avec des scooters. Quand j'ai pu acheter mon premier scooter, tu achètes, tu revends, tu comprends ce que c'est, comment tu crées une plus-value sur un produit. C'est tout con, c'est à petite échelle, mais quand tu as 15-16 ans et que tu réalises ça, c'est déjà un bon step par rapport à tous les gens qui ont ton âge. Exactement. J'ai commencé l'entrepreneuriat parce que j'étais à Monaco avec un ami, je me rappelle, c'était mes premières vacances, à mes 18 ans, mes premières vacances en études supérieures. On était sur la place du casino. On buvait un café, on buvait je sais plus quoi. Et on était mi-avril, et là je vois défiler des voitures. Donc Ferrari, Bentley, Lamborghini. Et là dans ma tête je me suis dit, putain mais ces gens-là, ils sont pas employés, ils bossent pas. Il y a un business qui bosse pour eux. Parce que là, on est mi-avril, c'est pas les vacances d'été. Mais les gens, ils sont là avec le Ferrari en train de tourner. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, ok, il n'y a pas le choix. Si je veux arriver à ce niveau-là de vie, en tout cas niveau financièrement, il faut que j'entreprenne, il faut que je crée une entreprise. Et donc, du coup, pour revenir au business, j'ai rapidement eu un emploi parce que je me suis dit, ok, il faut que j'arrête les études. Il faut que j'ai un emploi stable, un CDI. Parce que j'avais commencé une formation dans l'immobilier et je me suis dit, ok, l'immobilier, ça me rendra peut-être pas multimillionnaire, mais je sais que c'est une bonne base pour commencer à investir quand on n'a pas d'argent en France. Et c'est surtout ça la différence dans l'immobilier et surtout en France, une chance incroyable, c'est qu'on peut investir dans l'immobilier. Alors je dirais, c'est plus difficile aujourd'hui, mais à l'époque où j'ai commencé en 2015-2016 exactement, j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 3000 € sur mon compte en banque, 3000 €, hein, j'avais pas plus d'argent. Et je me suis fait prêter par la banque 125 000 € où j'ai mis 0 € d'apport. Mais 0 complètement € d'apport. Tu as préféré commencer par avoir un job stable. Donc tu as eu un CDI. Exactement. Et ce CDI, c'était l'élément déclencheur qui lui a permis de commencer dans la vie sérieusement. Parce que ce CDI lui a permis d'aller voir une banque, d'aller montrer ta solidité en termes de revenus récurrents par mois parce que tu avais un salaire qui tombait tous les mois sur un contrat de CDI. Ça lui a permis de montrer sa crédibilité. Il n'a pas montré qu'il avait 3000 € sur son compte parce que personne ne lui aurait prêté si tu avais 3000 € sur son compte. Ce CDI avait beaucoup de valeur aux yeux des banques. Et cette banque que tu as trouvée, je ne sais pas quelle banque tu as trouvée, je sais pas. C'était la Banque Populaire de Franche-Comté. Ok, mais peu importe, n'allez pas forcément à la Banque Populaire de Franche-Comté, ça ne veut rien dire. Juste, le point, c'est que cette banque qui t'a suivi, qui t'a fait confiance parce que tu leur as montré que tu avais un projet qui tenait la route, où l'investissement que tu comptais faire était périn, a permis de te suivre et de te lancer dans ton premier projet immobilier. Okay. Exactement. Et c'est là en fait où je me suis dit, ok, même sans argent, on peut arriver à générer de l'argent. C'est surtout ça. Et ça, c'est une chance qu'on a en France et qu'on n'a pas par exemple en Suisse, de pouvoir investir avec extrêmement peu. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans, je dirais, l'entrepreneuriat avec l'immobilier. Avec l'immobilier. Et en fait, ça m'a ouvert énormément de portes. Parce que du coup, quand j'ai compris que ça marchait, là du coup, jour et nuit, je pensais immobilier. Et en un an, alors certes, il y a des gens qui vont trouver que c'est pas beaucoup, mais moi, en un an, du coup, j'avais 21 ans, j'ai emprunté pour plus d'1,5 million. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est pas possible, c'est impossible, comment t'as fait, etc. Et tout, exactement. Alors, c'est clair. À un moment, il faut être un peu imaginatif. Si on fait tout dans les règles, tout dans le cadre, bah, les choses vont être plus compliquées, plus longues. Je dis pas qu'elles sont impossibles, mais elles vont être plus longues. Et j'ai pas honte de le dire, et je suis même fier de le dire qu'aujourd'hui j'ai fait un nombre de formations, un nombre de séminaires dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, dans l'immobilier, qui m'ont permis de voir plus grand et qui m'ont permis surtout de rencontrer mes associés. Et ça vraiment, ça a été déclencheur pour moi.
et ça a tout changé, le fait de rencontrer des personnes qui ont plus d'expérience que toi. Parce que mes associés aujourd'hui qui sont, alors pas dans toutes les boîtes, mais notamment dans une des boîtes immobilières de promotion, construction et de marchand de biens, mes associés ont entre 10 et 20 ans de plus que moi. Et en fait, c'est des gens qui avaient déjà de l'expérience. Et ces gens, je les connaissais pas à la base. Mais je les ai rencontrés parce que je suis allé à des événements, parce que j'ai fait part de mon envie, j'ai fait part de mon expérience. Et du coup, voilà, quand on a quelque chose à faire valoir et qu'on a tout le monde, quelqu'un a forcément un point positif pour lui, quelque chose qui fait mieux que quelqu'un, quelque chose qui fait mieux que tout le monde, et il faut mettre ça en avant. Voilà. Et donc ça, c'était dans l'immobilier. Et en fait, ça m'a ouvert des portes que j'aurais jamais cru. Là, à ce moment-là, tu gardes ton job ou tu quittes ton job? Alors, je garde toujours mon job. Je garde toujours mon job. Tu commences à investir en immobilier. Exactement. Tu t'achètes quoi? Concrètement, dis aux gens, qu'est-ce que tu as vraiment commencé par acheter? Combien ça te générait? Comment ça s'est passé? Voilà, c'est très simple. Premier investissement que j'achète, c'est un lot de 2 appartements situés à Marseille. À l'époque, je voulais faire le moins possible et j'avais pas compris toutes les erreurs que j'ai faites, parce que je ne les connaissais pas à la base, évidemment. Au niveau de la fiscalité notamment, j'ai acheté 2 appartements qui étaient déjà loués en location nue sur Marseille. Donc 125 000 €. Ils me rapportaient 1 300 € par mois brut. Okay. J'avais un crédit, j'avais tout emprunté. Comme certains le savent, il y a la possibilité de faire des reports de crédit, des reports de mensualité, un différé de crédit, exactement, entre 12 et 36 mois. J'avais réussi à faire 24 mois. Donc en gros, si j'enlève les charges, déjà, je touchais 900 € par mois, entre 8 et 900 € par mois, comme ça, sans rien faire, parce qu'il y avait déjà, entre guillemets, sans rien faire, j'ai trouvé le bien, mais il y avait déjà les locataires, j'avais pas eu besoin de faire de travaux, et ça touchait, et je fais, putain, c'est vraiment puissant. Et c'était géré par une agence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'emménage en Suisse. J'emménage en Suisse, pourquoi? Beaucoup d'entre vous le savent, le salaire moyen, c'est un des salaires moyens les plus hauts du monde. On est, en tout cas le salaire minimum, il est d'environ 4 000 francs. Il y en a que ça va paraître beaucoup, mais quand tu vis en Suisse, c'est pas beaucoup. Mais dans tous les cas, tu as toujours plus d'argent qui te reste à la fin du mois si tu fais attention, que si tu vivais en France. Et à la suite de ça, du coup, eh bien, je me suis intéressé à mon marché local. Quand je dis local, c'était à la frontière française. Là, j'ai investi à Marseille, et il y en a qui vont se dire, ouais, mais t'étais à côté de tes biens. Non, pas du tout. J'habitais à 500 km de Marseille, et c'est toujours le cas, j'habite peut-être à 600 km. Erreur ou pas erreur? Ça dépend. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, ce qui m'a permis vraiment d'avancer plus, c'est d'avoir les biens à côté de chez moi. Parce que du coup, j'étais plus efficace pour la recherche et surtout pour la rencontre d'agents immobiliers et de personnes de contact dans le secteur. L'immobilier est une question de bonnes affaires que tu as au bon moment, de timing, et tout est une question aussi de réseau. Et en fait, c'est pour ça que l'avantage de se spécialiser, de se focus sur une région, sur un endroit en particulier, c'est que tu vas devenir meilleur que les autres dans cette région-là, ce qui va faire que tu vas dénicher les biens avant tout le monde, que tu vas aller sur les bonnes affaires avant tout le monde, que tu vas connaître tes artisans par cœur, ils vont pouvoir intervenir sur tes lieux de travail sur lesquels tu investis. Donc tu gagnes du temps et tout ce flux-là qui va aller plus vite, qui sera mieux huilé, va te permettre d'accélérer dans l'immobilier en général. C'est exactement ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est d'être vraiment présent dans mon secteur, entre guillemets, dans toutes les agences immobilières, tout le monde me connaissait. D'accord. Et donc tu as eu ce bien à Marseille, ensuite voilà. Tu t'es mis à la frontière. Exactement, et là je me suis spécialisé dans la colocation. J'ai analysé le marché et j'ai vu qu'il y avait une énorme demande pour la colocation. Certains d'entre vous le savent, mais en gros, il y a énormément de personnes qui vivent en France et qui travaillent en Suisse, qui en gros prennent le meilleur des deux mondes en termes monétaires, je parle, parce qu'il y a plein d'autres aspects qui sont très négatifs. Mais en tout cas, ce que je conseille à tout le monde, si vous regardez ces vidéos et que vous n'avez pas encore investi en immobilier, faites-le, mais surtout faites-le de manière intelligente. Pourquoi? Parce que si on veut se lancer trop vite, dans l'immobilier, on parle tout de suite de centaines de milliers d'euros et donc même les petites erreurs, ça coûte vite beaucoup d'argent. Et du coup, cette activité-là, voilà, elle nous a permis aussi de rencontrer des gens et moi, ça m'a permis surtout de rencontrer 2 nouveaux associés avec qui j'ai commencé à faire la construction de la Charlotte. C'est là où vraiment, il y a réellement de l'argent dans l'immobilier. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup plus d'argent. C'est avec ces opérations professionnelles qui, elles, demandent, à contrario de l'investissement locatif, beaucoup plus d'argent d'apport. Donc, opération de marchand de biens. Voilà, exactement. On est entre 20 et, en fonction si on est débutant, même jusqu'à 40-45% d'apport sur une opération.
Mais du coup, l'avantage aussi des opérations marchands, c'est qu'on peut s'associer beaucoup plus facilement parce que c'est des opérations qui sont finies dans le temps. Alors que l'investissement locatif, c'est jamais fini dans le temps. L'investissement locatif, c'est fait pour le long terme. Et du coup, s'associer avec quelqu'un qui n'est pas extrêmement proche de nous, avec qui on n'a pas forcément la même vision, ça peut être vite fait conflictuel. Alors qu'une opération marchand, c'est ok, on commence le 1er janvier, on sait que si tout se passe bien, le 1er janvier de l'année suivante, c'est terminé, on encaisse tous le bénéfice qu'on a, même si on a fait des erreurs, bah, on y aura, en tout cas, entre guillemets, on sait que dans 12 mois après, on récupère une partie de notre argent. Et du coup, c'est ça qui a permis vraiment de développer les choses. T'avais quel âge à ce moment-là? Alors, j'ai fait ma première opération, finalisé ma première opération en 2019, donc il s'est passé 3 ans. Ouais. Il s'est passé 3 ans où, on parle voiture hein, ici. Première voiture, Suzuki Swift 67 chevaux. Ça fait plaisir. Deuxième voiture, Citroën C1 1 litre 63 chevaux, ouais. Blanche, boîte manuelle, vitre manuelle, pas d'autoradio. Okay. Troisième voiture, là j'avais un petit peu up le game, Ford K. Ford K, 68 chevaux. Celle-là, une fois, elle avait quand même les vitres automatiques plus l'autoradio et une garantie. J'étais content. Et du coup, je dépensais 0 dans les voitures. Ça, c'était juste pour vous dire. Et en fait, j'ai fait ma première opération marchande qui a bien marché. Et en fait, et là, j'ai vu l'argent sur mon compte. Et t'as pété la 458. Et là, j'ai pété un câble. Et honnêtement, je vous conseille pas de le faire, surtout dans la 458. Et là, il s'est passé quelque chose et je pense que le message il est très très important. J'ai bossé. J'avais un rythme où je sais que je mettais mon réveil à 4h44 du matin. Ça je m'en souviens très bien. J'ai pas gardé ça ce rythme pendant 3 ans, mais je vous dis pendant au moins 1 an, j'avais mon réveil à 4h44 du matin et je me couchais avant 23h. Donc pour vous dire qu'en fait, je travaillais avant d'aller à mon emploi et je travaillais après mon emploi. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps à travailler, j'avais des œillères et il y a aussi 2 choses que je veux passer, 2 messages très importants. Le premier, c'est que à 19 ans, je sors de Facebook, je sors d'Instagram, j'ai plus aucun réseau. Merci de le préciser. Voilà. Pourquoi tu décides de quitter tout ça? Je décide de quitter tout ça, donc je suis en première étude d'école de commerce que j'ai arrêté du coup pour travailler à plein temps. Je voyais Akram, je voyais Anthony Orlinski, des gens qui me rappellent à l'époque, je voyais GMK, je voyais toutes leurs voitures, je voyais tout ça. Même s'ils n'avaient pas du tout le même âge que moi, même s'ils n'avaient pas du tout le même parcours, pas du tout la même aisance familiale, etc. En fait, je me disais, putain, mais ils sont trop loin, j'y arriverai jamais, des choses comme ça. Ça te démotive. Et moi, personnellement, ça me démotivait. Donc je me suis dit, c'est terminé, j'arrête tout. Plus de Facebook, plus d'Instagram. Les gens qui comptent pour moi, j'avais leur numéro, j'avais leur WhatsApp, j'avais leur email. Et maintenant, je me mets dans ma caverne et je bosse. Et à l'époque, il n'y avait pas TikTok, et encore maintenant avec TikTok, c'est encore pire, etc. C'est un fléau, peu importe. Bon, toute cette partie-là, du coup, elle est très intéressante. Moi, je trouve ça passionnant. Je pense que ça parlera à beaucoup de jeunes qui vont se dire, voilà, là, tu as donné clairement des étapes précises qui t'ont permis d'arriver à pouvoir t'acheter ta première supercar. Donc, ça a démarré, je résume rapidement, mais première opération d'investissement locatif, la banque qui te suit, le travail en parallèle qui permet de garder le CDI, il change de catégorie de projet immobilier, il passe en colocatif, enfin, à faire de la colocation entre la frontière franco-suisse, donc il trouve un créneau plus rentable. Et ensuite, tu trouves tes associés et ça te permet de faire tes premiers projets de marchand de biens qui là te permettent de cash out plus rapidement du cash et d'avoir les moyens de pouvoir se payer sa première supercar. Vous voyez, ça démarre vraiment étape par étape. Il a démarré step by step. C'est qu'une question de timing, de persévérance, de travail. Comme il le dit, il bosse d'arrache-pied, il bossait d'arrache-pied pour atteindre ses objectifs. Il s'est focus. Et ça, prenez ça bien en compte parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui perdent, et je vois dans mon entourage des gens qui perdent un temps fou sur les réseaux sociaux. Ce temps n'est pas récupérable. Ce temps ne vous sert à rien. Vous ne créez pas de valeur pendant que vous perdez votre temps à regarder un tel avec ça, un tel avec ci, vos amis en soirée, etc. C'est une distraction qui, je ne dis pas arrêtez tout du jour au lendemain, mais vraiment soyez modérés avec ça, faites très attention parce que vous passez à côté de votre jeunesse parfois. C'est bien beau d'avoir des belles voitures, c'est super, c'est du matériel, c'est génial, ça fait sourire. Et il y a quelque chose aussi que j'ai découvert avec, et ça aussi on en a parlé, que j'ai découvert avec l'automobile. Au départ je le faisais pour moi, que pour moi, c'était très égoïste. Mais en fait j'ai découvert que ça fait vibrer tellement de gens. Et David le fait d'ailleurs ces vidéos pour ça, pour faire vibrer les gens, pour faire partager une passion, pour donner de la motivation aux gens. Moi je me rappelle encore cet été, je t'avais envoyé une photo. J'avais une Aventador S cet été, d'ailleurs on n'en a pas parlé. Aventador S que j'ai gardé rapidement. Et je passe devant des enfants qui fêtaient un anniversaire à un restaurant. Ils me font tous coucou, je fais demi-tour, je m'arrête et je laisse ouvert la voiture. Il y avait une dizaine d'enfants pour un anniversaire. Et ils montent tous dans la voiture, ils avaient tous des étoiles dans les yeux.
Et ils m'ont tous dit c'est incroyable, c'est un super cadeau d'anniversaire. Rappelle-toi de toi jeune, tu n'avais pas vu une supercar jusqu'à 18 ans. Voilà. Pense à ce gamin-là et c'est pour ça que la passion de l'automobile est folle. C'est que effectivement au début, moi aussi quand j'ai commencé à acheter ma première supercar, c'était vraiment pour me prouver que j'étais capable d'y arriver et que forcément la sensation de conduire sa voiture, d'être propriétaire de sa propre voiture, c'est fou. Mais la sensation de la partager avec des gens, de faire un tour de voiture avec un pote, d'aller emmener quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion, c'est un bonheur qui n'a pas de prix et voilà, je pense que ça on le comprend vite quand on aime l'automobile. C'est ça, et ça donne des choses qui sont incroyables et c'est tellement dans un aspect positif de bonne humeur et de motivation qui fait qu'en fait je le faisais finalement plus que pour moi, mais je le faisais aussi beaucoup pour les autres. Okay. Est-ce que tu peux me parler de quel est ton métier aujourd'hui et ce que tu fais? Voilà, donc en fait il y a plusieurs choses. C'est que l'immobilier ça n'a jamais été ma passion, ça a été un moyen de créer le patrimoine que j'ai, de pouvoir m'acheter des voitures. À un moment dans la vie, il n'y a pas que le travail, et même si on s'épanouit dans le travail, entre guillemets, il y a un moment donné, il faut avoir des centres d'intérêt où en fait tu as l'impression que tu ne travailles pas. Même si toi, en fait, entre guillemets, pour des gens, tu dis mais putain tu travailles beaucoup, et en fait, tu as des centres d'intérêt qui font que c'est plus du travail pour toi. Et moi j'avais deux passions, je les ai toujours, c'est l'automobile, évidemment, et c'est les montres. Et du coup, l'automobile, et ça c'est fou, et justement je voulais revenir là-dessus. En fait, quand j'ai acheté ma première supercar, je me dis ok, qu'est-ce que ça va me permettre? Et en fait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Parce qu'une supercar, quand tu intègres les groupes, quand tu intègres des gens, etc., bah en fait, c'est souvent des gens qui ont réussi financièrement, pas forcément dans leur vie, mais financièrement qui ont moins réussi. Et du coup, il y a des opportunités business qui arrivent. Et en fait, il y a une opportunité qui m'est arrivée assez improbable, c'est que j'ai eu l'opportunité en janvier 2022 de racheter une marque de montre, qui était du coup une de mes passions avec l'automobile, grâce à ma passion automobile. Pourquoi? Parce que eh bien, la personne à qui j'ai racheté la marque de montre, en fait, a tilté sur le fait de me voir avec ses voitures. Il me dit, mais comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait derrière? Et lui était aussi fan de voitures initialement. Donc en fait, on a eu un atome crochu évident. On a pu discuter sur les passionnés de voitures. Et en fait, on a pu discuter d'un deal du rachat de cette marque de montre. Incroyable. Donc tu t'es mis à racheter ta première société du coup à l'âge de 26 ans? 26 ans, ouais. Du coup, janvier de l'année dernière, donc du coup c'était 27 ans. Ouais. Du coup, je voulais revenir aussi sur les deux choses très importantes et un message très très important. C'est que quand j'ai acheté ma première supercar, du coup, je reviens là-dessus parce que j'ai beaucoup bossé, énormément, je faisais que ça, c'était ma vie. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, quand j'achète ma supercar, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Et quand j'ai acheté ma première supercar, je me suis jamais senti aussi malheureux de moi. Et ça va sûrement choquer certains d'entre vous. C'est parce qu'en fait, c'est pas du tout une finalité. C'est un bien matériel, ça apporte des sensations, ça apporte des émotions, ça fait plaisir aux gens, mais ça ne t'accomplit jamais intérieurement. Parce qu'il y a toujours une plus belle voiture, il y a toujours une voiture plus chère, il y a toujours quelque chose de mieux. Et en fait, si tu penses que ça va te rendre ta vie heureux, tu te trompes totalement. Et ça c'est vraiment un conseil qui est très important. Et c'est pour ça que je dis que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je pense avec les mauvaises raisons, c'est de vouloir une supercar. Alors certes, ça m'a permis d'avoir cette aisance financière, mais il faut faire très attention de ne pas tomber dans le en fait j'ai acheté ma voiture, il n'y a rien qui a changé d'autre dans ma vie parce que j'ai fait que travailler. Et du coup en fait, est-ce que tu as une copine ou un copain qui t'aime, où tu partages des moments incroyables, ou même la famille? Est-ce que la santé ça va? La supercar, elle va pas soigner vos problèmes, elle va pas vous rendre, elle va pas vous faire aimer quelqu'un, elle va pas résoudre vos problèmes que vous avez intérieurement avec vous. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs que vous vous étiez fixés financièrement et de supercar et de rêves, d'objets de rêve, mais ça reste du matériel. Et à la fin, ce qui compte avant tout, c'est d'être aimé, d'être avec des gens que vous aimez, entouré de bonnes personnes, de profiter de la vie et de se servir de ces passions-là pour faire profiter d'autres personnes. Parce que moi, je sais pas pour toi, mais c'est le fait de partager tout ça qui me procure énormément de bonheur, plus que limite de la rouler tout seul, parce que profiter d'une supercar seule et de bosser comme un acharné à côté, tu sens pas vraiment la valeur le goût du plaisir, quoi. Exactement. Ça, c'est très très important de comprendre que chaque personne doit avoir, entre guillemets, son équilibre personnel qui est très différent entre chacun, entre professionnel, travail, émotionnel, santé. Et moi, pendant longtemps, et ça m'a différencié de pas mal de personnes, moi j'ai arrêté de boire de l'alcool à 18 ans pour le sport et pour la santé. Et aujourd'hui, mon objectif numéro 1, et ça l'a toujours été, c'est ma santé.
Et pourquoi? Et les gens ils vont trouver ça futile et entre guillemets on est dans notre vingtaine et du coup on se dit mais on a toute la vie, il faut profiter, faut faire les soirées, faut manger ce qu'on veut, faut se coucher à 12 h du mat, faut pas faire de sport, etc. Bah ça je vous le déconseille fortement. Simplement parce que quand ça arrive c'est trop tard. Ta santé t'en as qu'une et ta santé elle se détériore et ton meilleur investissement que tu peux faire aujourd'hui c'est en toi-même et c'est en ta santé. Exactement. Parce que demain tu travailles comme un acharné mais ta santé va plus, tu succombes mentalement, ça tombe en rade. T'as beau faire ce que tu veux, t'as beau avoir la Lamborghini, t'as beau avoir une Ferrari à partir, ça change rien, ça pue. Exactement. Exactement. Merci de le souligner. Et du coup, donc cette marque de montre aujourd'hui, tu peux nous Alors, la marque de montre, si jamais la marque de montre s'appelle Blackout Concept. Ouais. Donc c'est une montre que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ceux d'entre vous voient la montre. Donc certains d'entre vous vont sûrement aller voir les modèles, voir le site. Et il y en a peut-être qui vont se demander, mais qu'est-ce que c'est ces montres? En fait, c'est très simple. En fait, c'est un concept qui vise à placer en fait le consommateur au centre de la marque. Donc en fait, on a un des meilleurs services SAV possible où en fait on est au contact direct de nos clients tout le temps. On a repéré 3 problèmes récents dans l'horlogerie actuelle. Le premier problème, c'est que les clients, donc dans l'horlogerie plutôt de luxe, ne sont plus vraiment considérés. Est-ce que vous pensez que c'est être considéré des gens, avoir une liste d'attente de 5, 10, 15, 20, 25 ans? Est-ce que c'est par exemple considérer des gens où des montres sont 9, 10 mois en SAV? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et le troisième problème d'horlogerie à l'heure actuelle, et notamment dans l'horlogerie de luxe, c'est que les prix de l'occasion ont explosé. Les prix de l'occasion ont explosé. Et du coup, les vols ont explosé aussi. Il y a un énorme fléau aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se font voler leurs montres à Londres, à Paris, parce que les montres valent de plus en plus cher. Vous avez peut-être vu récemment, il y a quelques mois, Charles Leclerc qui se fait voler sa Richard Mille en Italie. Ou des gens comme ça, tu vois. Et du coup, on s'est dit, plein de personnes en fait ne veulent plus porter ces montres et les laissent dans les coffres. Et la même chose pour les voitures. Les montres c'est fait pour être portées, c'est fait pour être regardées. Les voitures c'est fait pour être conduit. C'est pas fait pour être resté dans les garages à la base de la base. Chacun voit midi à sa porte. Mais nous en tout cas on est à travers une clientèle qui ne veut plus porter ces montres parce qu'elle a peur. Donc du coup en fait on s'est inspiré des codes horlogers des plus grands. Les lunettes octogonales, les formes tonneaux, le carbone forgé qui font des rappels à des très grandes marques, mais en faisant des montres avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Et aujourd'hui, on a énormément de clients qui possèdent les Patek, qui possèdent les Audemars, moi, toi ou d'autres gens, qui finalement ne les sortent plus et se disent ok, moi je veux une belle montre pour partir en voyage, je veux aller au Maroc, je veux aller à Marrakech, je veux pas avoir peur de me faire couper le poignet, donc je vais acheter une Blackout Concept, ça me rappelle ma montre à la maison, c'est pas une copie, c'est une montre qui est super abordable, si je me la fais voler, bah, c'est beaucoup moins grave que ma grande pièce. Et moi aujourd'hui, tous mes business qui ont fonctionné, ça a toujours été avec des associés. Et en fait, j'ai découvert un truc, c'est que le plus important, c'est pas ce que tu fais, pour moi, pour beaucoup de gens je pense, mais c'est avec qui tu le fais. Parce que si tu es avec des gens avec qui tu es complémentaire, avec qui tu as une super communication, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu travailles, franchement tu peux tout faire et peu importe les événements, tu arrives à passer par-dessus, que ça soit positif ou négatif, et tu partages ta réussite, tu partages tes défaites, et en fait, tous les jours que tu le passes avec des gens qui te donnent le sourire, et franchement aujourd'hui, moi, du coup, j'ai fait rentrer mon meilleur ami dans la boîte de montres, il a racheté en tout début d'année, là, donc c'est tout frais, il y a un peu plus d'un mois, il a racheté 15% de la boîte, et il m'a dit, moi je vis ma meilleure vie. Vous n'allez pas le voir en vidéo, mais là je viens d'avoir des frissons rien que d'en parler, tellement ça m'anime, tellement le fait de bosser avec des gens que vous aimez et avec qui ça fonctionne. En fait, c'est ça pour moi qui, tous les matins, je me dis vivement demain matin que je puisse aller bosser, entre guillemets, ou que je puisse aller travailler avec mon meilleur pote, pour le coup, et avec mes autres associés sur les différentes boîtes. C'est génial, super. Bah, merci beaucoup, Tim. C'est hyper inspirant de faire ça, en plus dans ta vente SV, qui, je le rappelle, ne reste qu'un bien matériel. N'oubliez pas, c'est du matériel, mais c'est quand même très symbolique pour nous qui sommes passionnés. Et franchement, merci frérot, c'est génial. La vie, ça m'a fait plaisir. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois Tim, c'était j'espère en tout cas que ça pourra motiver des gens, inspirer des gens. Merci à toi. N'oubliez pas les amis de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je trouve que c'était une vidéo géniale, j'ai adoré. Et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe. Ciao.